On n'a pas peur. On n'a pas peur. Pas la terreur. Pas le dictateur. C'est une révolution non violente et inédite qui emporte la Tunisie. Par millions et par la rue, les Tunisiens s'approprient leur destin et filment eux-mêmes cette vague venue d'en bas. En à peine 4 semaines, ils font basculer un régime enquisté depuis 50 ans. Portés par une soif de démocratie, ils avancent. Ils font partir Ben Ali, le dernier dictateur, imposent une nouvelle constitution et obtiennent la création d'un outil de justice transitionnelle, l'instance Vérité et Dignité. Les victimes viendront témoigner des exactions de la dictature et les coupables s'excuser. C'est un processus unique dans le monde arabe. Aujourd'hui, 7 ans après la Révolution, les espoirs s'amenuisent. Les inégalités et la pauvreté se sont aggravées en Tunisie. Les hommes de l'appareil, policiers et militaires, sont toujours en place, renforcés par la menace terroriste. Et le gouvernement tente de faire amnistier les corrompus de l'ancien régime. C'est dans ce contexte que l'instance Vérité et Dignité, l'IVD, accomplit sa mission. En ce printemps 2016, la révolution n'a pas dit son dernier mot. Instance Vérité et Dignité, bonjour. Monsieur, l'instance Vérité et Dignité a pour rôle d'examiner les violations aux droits de l'homme. Il faut que l'État soit impliqué dans ces violations aux droits de l'homme pour la période entre 1955 et 2013. Entre ces murs se raconte la dictature. Comment l'État tunisien a, durant un demi-siècle, brisé des vies, instillé la peur et fait de chacun un suspect potentiel. Cette sombre histoire qui s'est produite durant leur enfance est devenue le quotidien des 200 jeunes auditeurs de l'IVD. Ils découvrent au fil des entretiens jusqu'où pouvait aller l'absurdité d'un système capable de fabriquer un coupable à vie. Bienvenue à vous, Monsieur Salah. Vous allez nous parler de ce qui vous est arrivé depuis le début. Salah était un garagiste à l'existence tranquille jusqu'au jour où la police l'accusa injustement d'avoir peint sur le mur un slogan hostile au président Ben Ali. Monsieur Salah, vous n'aviez que votre travail? Vous n'aviez pas d'autre activité? J'avais aucune activité. J'appartenais pas à Ennahda, ni au parti au pouvoir, ni à aucun autre. Je me contentais de mon travail et de ma maison, c'est tout. De quoi étiez-vous inculpé? Je vous l'ai dit, d'avoir écrit sur les murs. C'est tout. Oui, on m'a dit hier, tu t'es enfui en moto, on t'a poursuivi parce que tu avais écrit sur le mur. Ils avaient dit que pour l'écriture sur les murs, j'ai insulté le président et je ne sais plus quoi. Monsieur Salah, je vais vous citer des moyens de torture et vous me direz s'ils ont été utilisés sur vous ou pas. Ils vous ont agressé sexuellement? Non. Avec l'électricité? Non. On vous a emmené dans une chambre à savon? On vous met sur une surface glissante et on vous frappe quand vous glissez? Non, on m'a frappé avec un bâton en plastique. Sinon, on m'a accroché et après, on m'a descendu. Ils vous ont déshabillé? On m'a laissé en slip. On ne vous a pas enfoncé la tête dans une baignoire d'eau? Non. La position du poulet rôti? Oui, c'est ça. C'est comme ça qu'on m'a attaché. Vous n'avez pas eu de blessures graves? La seule blessure qui me reste, c'est celle de mes nerfs. Je tremble souvent. Je peux pas travailler, je peux rien faire. C'est pour ça que j'ai fini par signer. Car je pouvais plus tenir sur mes jambes. Je savais pas ce qui m'arrivait, ni les raisons de ce qui m'arrivait. J'avais rien fait. C'est tombé sur moi comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite, Monsieur Salah? À ma sortie, j'ai voulu reprendre le travail. Les gens de l'administration fiscale m'ont harcelé. Ils m'ont envoyé les huissiers. Quand d'autres payaient 20 ou 30 dinars, moi j'en payais 150 ou 200. Quand j'ai haussé le ton, ils m'ont dit que ça te plaise ou non, c'est comme ça. À partir de quand ils vous ont embêté comme ça? Ils ont commencé dès ma sortie. À chaque fois, ils me faisaient quelque chose. J'ai fini par fermer la boutique. J'en pouvais plus. À cause de mes nerfs, je ne pouvais plus travailler.
Maintenant, mon frère m'aide un peu. Et ma femme a une parcelle de terre qui a servi à subvenir aux besoins des enfants. Quand on a souffert de l'arbitraire d'État, il n'est pas facile de venir se confier à un service public, même s'il a été créé pour vous rendre justice. Certains plaignants ont besoin d'être accompagnés pour franchir le seuil de l'IVD. Béchir est là pour eux. Depuis 1 an, il est le coordinateur des victimes de l'instance. Salut, ça va? Très bien, et toi? Ça va? Je m'appelle Kader Ktedi. J'ai été condamné à 20 ans de prison. J'en ai fait 16. J'ai été victime des Trabelsi. Écoute, maintenant l'instance est la seule institution qui accepte les dossiers. Ah ben tant mieux, je me sens rassuré. Bon, où sont les dossiers que tu as apportés? Ce sont des photocopies de la carte d'identité? Oui. C'est ton certificat d'amnistie? Comme je te l'ai dit, ils vont t'appeler le plus tôt possible. Sois rassuré. À l'IVD, Béchir est le mieux placé pour comprendre ce que les victimes ont vécu. Tous les mauvais traitements, toutes les tortures, il les a subis. À sa libération, au lendemain de la Révolution, il était l'un des plus anciens prisonniers politiques du pays. J'ai passé 17 ans en prison après avoir été condamné à 52 ans. J'ai visité presque toutes les prisons tunisiennes. Celle du Nadour, Eroumi, celle de Gabès, dans l'extrême sud du pays, et celle de Sfax, Madia, Kasserine. Je les ai presque toutes visitées. C'était des endroits où on pratiquait les pires tortures. Il faut qu'on soit du côté des opprimés, des asservis et des victimes. Mais nous, les opprimés, notre seul but, c'est que la Tunisie rompe avec l'oppression, que ce pays puisse jouir de la liberté. On ne veut pas se venger de personne. Non à l'oppression, non à la dictature, non à la torture. Non à la torture, non à la torture, non à la torture, parce que torturer un être humain, c'est ce qu'il y a de plus horrible. Le fait de l'accrocher. La torture m'habite encore. Au revoir. La torture le hante, comme elle hante tous les Tunisiens, tant elle était devenue quotidienne sous le règne de Ben Ali. Il avait pourtant redonné l'espoir aux Tunisiens et fait souffler un vent de liberté sur le pays en renversant le 7 novembre 1987 le vieux président Habib Bourguiba. Ce n'est pas une destitution. Il s'agissait d'un acte de redressement, de salut national. Vous savez, avant le 7 novembre, la loi a été bafouée, des institutions paralysées. Et je devais, bien entendu, rétablir l'état de droit. 2 ans plus tard, Zine El Abidine Ben Ali organise ses premières élections, apparemment pluralistes. Il est le seul candidat à la présidence, mais les législatives sont ouvertes à plusieurs formations politiques. Ben Ali est élu président avec plus de 99% des suffrages. Et à l'Assemblée nationale, son parti, le RCD, remporte l'intégralité des sièges. Le très populaire parti islamiste Ennahda, dirigé par Rached Ranouchi, n'obtient aucun député, même dans ses bastions, et dénonce une fraude massive. À l'inverse de ses engagements, Ben Ali verrouille alors le régime, ne tolérant plus aucune opposition véritable. Totalement exclu du jeu politique, Ennahda multiplie les manifestations, parfois violentes. En 1992, en quelques mois, 8000 présumés militants d'Ennahda sont arrêtés.
La plupart sont condamnés à de lourdes peines et torturés en prison. Hamida Ajengi était une toute jeune fille lorsqu'elle fut soupçonnée par le ministère de l'Intérieur de sympathiser avec le parti islamiste. Elle est reçue par Ibtiel Abdelatif, la présidente de la commission femmes de l'IVD. À un certain âge, j'ai eu envie de mettre le voile. J'étais pratiquante et je craignais Dieu. Je me suis dit, puisque je fais la prière, autant mettre le voile. À cette époque, il était interdit d'étudier avec le foulard. Je n'ai pas pu poursuivre mes études. C'était une défaite dans ma vie, alors que j'étais encore jeune. Donc je me suis dirigée vers les œuvres caritatives. À ce moment-là, il y avait une famille dont le mari était en cavale. Et la mère faisait vivre ses enfants toute seule. Elle nous parlait de son mari. On lui disait « Ça va, il va revenir, n'aie pas peur ». Elle a cru que nous étions en contact avec lui, que c'était lui qui nous envoyait pour lui donner de l'argent. Donc c'est à ce moment-là que pour la première fois, j'ai été arrêtée par le ministère de l'Intérieur. Tu avais quel âge? J'avais 19 ans. J'étais au milieu d'un groupe de 15, enfin, un grand nombre d'hommes. Je suis entrée, ils m'ont dit de me déshabiller. Je ne sais même pas comment mes vêtements ont été enlevés. J'étais terrorisée. Ils me tiraient les cheveux, des coups sur la tête avec leurs pieds. Je ne sais même pas comment je me suis retrouvée accrochée comme un poulet rôti, comme ça devant eux. Et eux, il y en avait un qui me frappait, qui me menaçait avec un bâton, qu'il mettait dans un endroit sensible en me disant « soit tu parles, soit je te fais ça et ça ». Ça a duré des heures cet accrochage, ça a duré des heures. Partout on a dit que je m'étais fait arrêter, que j'avais été malmenée. Toute ma famille souffrait parce qu'on parlait de moi de cette manière. Même dans la famille, ma famille ne me parlait plus. Je suis devenue... Ils avaient peur. J'ai un cousin qui était chauffeur de taxi. Ils lui ont retiré sa licence. Ils lui ont dit « C'est parce que tu es de la famille de Hamida Ajengi. » Mon prénom est devenu quelque chose de dangereux pour la famille. Ils ne venaient même plus chez nous. Mon amour que j'aimais et que j'attendais impatiemment d'épouser, il a été condamné à 5 ans de prison. Et moi, je l'ai attendu. Je suis restée là à l'attendre avec une grande souffrance par la suite, parce que mon père était contre. Il pensait qu'il était responsable de ce qui m'était arrivé et me disait de ne pas l'attendre. À chaque fois que quelqu'un demandait ma main, je refusais. Et mon problème se renouvelait avec ma famille. Il me mettait de grandes pressions. Mais j'ai supporté, j'ai été patiente et je l'ai attendu. Au bout de 5 ans, il est sorti de prison et on s'est mariés. Notre mariage ne correspondait pas tout à fait à ce dont on rêvait à ce moment-là, parce qu'il y a eu beaucoup de souffrance aussi. Comment tu t'es mariée? Tu as mis une robe blanche, etc. Sincèrement, je ne peux pas raconter le jour de mon mariage, Ibtiel. Pourquoi tu ne peux pas? Eh bien... parce que... Je suis désolée. C'est-à-dire que, au début, notre mariage n'était pas réussi. Je n'étais pas... Je le dis, je ne laissais pas mon mari m'approcher à cause de... À cause de l'impact. Oui, plus tard, Dieu soit loué, petit à petit, lui, il a été compréhensif, parce que lui-même a subi beaucoup de tortures. Donc il m'a soutenue parce que psychologiquement, j'étais renvoyée de la famille, renvoyée... Tout était... Et Dieu soit loué. Je m'excuse d'avoir pleuré, je voulais pas être... Je ne veux pas pleurer. Pleurer n'est pas une faiblesse, Hamida. Franchement, je voulais venir et parler avec espoir. Tant pis, c'est parce que j'ai vécu des choses douloureuses et qui restent. Pleurer n'a jamais été une faiblesse, Hamida. Toi, tu as pu vaincre. Tu sais que tu as gagné dans plusieurs domaines. Le système dictatorial essaye de détruire. Il n'y a pas que toi. Plus de 90% des femmes que j'ai écoutées, ils ont essayé de détruire leur vie entièrement. Même l'amour devait être tué.
Les sentiments d'affection devaient être tués. Tu sais combien ils en ont forcé à divorcer? Combien ils en ont forcé à se séparer de leurs fiancés ou de leurs amoureux? Ils les ont séparés. Le système dictatorial a réussi à planter la douleur dans ces gens et à les séparer. Merci. Merci à vous. Wow. Le régime de Ben Ali a méthodiquement détruit ses opposants et leur entourage. Le Parti ouvrier communiste tunisien, le POCT, bien que minoritaire, était l'une de ses cibles principales. Syndicaliste étudiante, Najwa Rezghi était l'épouse d'Abdeljabbar Madouri, l'un des dirigeants du POCT, interdit par Ben Ali. Le 1er novembre 1994, on était étudiants. On a fait un sit-in et une grève des cours. Et on a été arrêtés. Après nous avoir torturés, puis interrogés au poste de Kerouan, nous sommes passés devant un juge d'instruction. J'ai été jugée 8 mois plus tard. Et j'ai été condamnée à 2 ans et 4 mois. Le problème, c'est qu'à l'époque de Ben Ali, c'était pas seulement le prévenu qu'on privait de liberté ou qu'on punissait. On pratiquait la politique de la punition collective. Du coup, j'ai été punie une première fois parce que je faisais partie de l'Union générale des étudiants tunisiens. Une deuxième fois à cause des opinions de mon mari, qui appartenait à un parti politique interdit à l'époque. Donc j'ai été doublement visée. Une fois, j'ai été arrêtée parce qu'il recherchait Abdeljabbar, mon mari. Quand ils m'ont arrêtée à Bab Swika, mon fils d'1 mois était malade avec une forte fièvre. Quand j'ai demandé aux flics de l'emmener aux urgences, il a refusé de le faire. J'ai jamais compris pourquoi. Mon père est mort d'une crise cardiaque à cause de toutes ces attaques au quotidien. Ma belle-mère a connu le même sort. Elle est décédée à cause des visites quotidiennes des flics qui cherchaient son fils. Il était planqué au secret, il n'a même pas pu assister à son enterrement. D'ailleurs, les flics qui étaient présents à cet enterrement étaient plus nombreux que les gens venus pour présenter leurs condoléances. La question c'est, va-t-il y avoir une vraie révélation de la vérité ? Rétablir la vérité pour laver leur honneur, c'est ce qui amène les victimes à les vaider. Depuis que Hamida a eu la force de témoigner, elle n'a plus honte de raconter ce qu'elle a subi. C'est ça le ministère de l'Intérieur, mon chéri. C'est là où j'ai été incarcérée, là qu'on a frappé maman, parce que j'ai des principes. Pas pour autre chose, mon chéri. Quand tu seras grand, je veux que tu sois fier de ta mère. Parce que j'ai été arrêtée, pas parce que je suis mauvaise ou voleuse, mais parce que je défendais la justice et que je voulais vivre avec dignité. C'est pour ça, mon chéri. Je veux que tu aies toujours la tête haute et que tu sois fier de maman. D'accord ? Fais un bisou à maman. Plusieurs années après la Révolution, l'ombre de Ben Ali plane encore sur le pays. Mais il est une autre ombre venue d'un passé plus lointain, celle de Habib Bourguiba. Habib Bourguiba est le premier président de la République tunisienne. Il est pour le peuple, au moment de son élection en 1957, l'incarnation d'une nouvelle ère, celle d'une Tunisie indépendante, une Tunisie libre et moderne. Il lutte pour l'émancipation des femmes, abolit la polygamie et étend le droit au divorce. Sur le plan politique, l'opposition est tolérée, une certaine liberté d'expression est reconnue. Mais dans sa marche forcée vers la modernité, le combattant suprême exclut ceux qui, avec lui, ont conduit le pays vers l'indépendance. En décembre 1962,
il échappe à un coup d'État organisé par ses anciens compagnons d'armes. Parmi eux, Lazare Chraïti, le chef des Félagas du sud tunisien. Bourguiba lui-même l'avait nommé chef militaire pendant la guerre d'indépendance. Les instigateurs du coup d'État sont immédiatement arrêtés, jugés et fusillés le 24 janvier 1963. Certainement, il y aurait eu de la casse, la guerre civile. La Tunisie aurait été plongée dans un gouffre, n'est-ce pas, de félagas, n'est-ce pas, d'anarchie, de chaos, n'est-ce pas. Ça aurait été un désastre. Au lendemain du verdict, les Tunisiens continuent de soutenir leur président. Sa popularité est sortie renforcée de l'épreuve, mais Bourguiba a eu peur. Plus question de tolérer quelque opposition que ce soit. Il interdit le Parti communiste et met au pas la presse avant de développer un véritable culte de la personnalité qui culmine en 1975, lorsqu'il se fait proclamer président à vie. De plus en plus de Tunisiens pensent que les promesses de l'indépendance ont été trahies. Les inégalités deviennent spectaculaires. En décembre 1983, le gouvernement cesse brutalement de subventionner le prix du pain, qui double du jour au lendemain. C'est la rupture. Immédiatement, la révolte se propage. Jeunes pour la plupart, les émeutiers s'en prennent aux édifices publics et aux symboles d'une richesse réservée à quelques-uns. Le bilan de la répression est lourd. 143 morts, 400 blessés, plus d'1 millier de prisonniers. Bourguiba doit céder à la colère de la foule. Très affaibli, manifestement sénile, il apparaît à la télévision pour mettre fin à la crise. قبل الزيادات ومن بعد نكلف الحكومة باش بعد 3 شهور تجيب لي ميزانية أخرى تكون فيها يقروا فيها حاجات أخرى باش يخف على القليل فيما يخص الخبز والمكرونة والسويد. 33 ans après les émeutes du pain, la souffrance est toujours vivace, imprimée dans le corps comme elle l'est dans l'esprit. L'instance Vérité et Dignité accueille aussi ceux qui ont subi la répression de Bourguiba. Depuis qu'il a été arrêté et torturé en janvier 1984, Fati traîne ses douleurs en silence. Aujourd'hui, il a droit à une prise en charge médicale complète qui commence ici, dans le cabinet du docteur Dalila Zagdoudi. Combien? Je vais vous le dire. Avez-vous des bourdonnements dans la tête? Mes oreilles sont douloureuses. J'ai très mal à la tête. Et il y a un peu de bourdonnement. Que ressentez-vous? C'est comme un sifflement. Pendant les émeutes du pain, après m'avoir torturé au poste de Kaznadar, ils m'ont emmené au poste du Bardo. Ils m'ont dit « Tu ne passeras en procès qu'après avoir dénoncé au moins 50 personnes. » Ils m'ont ligoté à la chaise avec des câbles électriques. Et les coups pleuvaient, sur mon dos, sur ma tête, sur... Il m'a dit « Tu ne veux pas parler, tu ne veux pas avouer, il faut que tu donnes des noms. » Et boum, je me suis pris ça et j'ai pris un coup de matraque. Voilà, la blessure est encore là, une matraque ici. Ils m'ont fait tomber. Une fois... Quand ils vous ont donné ce coup de matraque, vous vous êtes évanoui? Là? Oui, le coup sur la tête. Je me suis pas seulement évanoui, je me suis absenté. Vous vous êtes évanoui? Vous avez perdu connaissance? J'ai perdu connaissance avec ce coup-là. J'ai perdu connaissance. Mais pour le coup sur ma nuque, j'étais debout, vous comprenez? Il y avait une chaise derrière moi. L'un d'entre eux est venu et m'a fait comme ça. Et quand il m'a poussé sur la chaise, je suis tombé en arrière et j'ai entendu ma nuque faire du bruit. Oui, c'est depuis ce temps-là. Vous voyez, ça fait du bruit. Et depuis, j'ai jamais consulté pour ça. Pendant 4 ans, quand j'étais enfermé, j'ai vécu avec ça. Ils m'ont jamais emmené consulter.
Quand je suis sorti, j'ai pas pu aller consulter parce que je me suis marié. Je me suis dit que je vais rester en retrait, je vais travailler, oublier et rester tranquille. Mais je dois avancer et pas chercher des histoires à celui qui m'a fait ci ou ça, ou aller le frapper chez lui, ou aller le tuer. Et depuis votre dos à cet endroit-là, il vous fait mal? Depuis, il y a une boule, je peux pas... Et parfois, quand je peux pas bouger ma tête comme ça, c'est difficile. Ça s'est déboîté. C'est gênant pour travailler. Je peux faire qu'un travail limité, un petit boulot de jardinage. Ratisser un peu d'herbe. Mais j'aime même pas de quoi vivre. J'ai pas assez de travail pour gagner des sous. Oui, vous n'avez pas beaucoup de force. Mais je supporte en silence, vous voyez. Je suis patient face à mon destin. Ce qui est vrai pour des individus l'est également pour des provinces entières, ostracisées durant des décennies, tant par Bourguiba que par Ben Ali. Après la Révolution, les représentants de ces zones sinistrées ont demandé que cet abandon soit considéré comme un crime. L'instance Vérité et Dignité crée le statut de région victime qui permet d'indemniser toute région ayant subi une marginalisation ou une exclusion organisée. Comme pour les individus, les équipes de l'instance doivent enquêter, rassembler des faits, des témoignages, afin d'évaluer l'ampleur des préjudices. Pour cela, 5 camions, transformés en bureaux mobiles, sillonnent les coins les plus reculés du pays. Aujourd'hui, Ibtihal Abdelatif se rend dans la région enclavée de Gafsa, au sud du pays. Ouled Shraït était le village de Lazar Shraïti, l'un des putschistes exécutés par Bourguiba en 1963. Nous avons eu une punition politique parce que cette région a donné naissance à Lazar Shraïti. Elle a donné naissance à un moudjahid. Elle a donné naissance à des combattants qui sont morts en martyrs. Même après qu'ils aient rendu les armes, les femmes leur acheminaient le couscous et les pâtes et les armes et moulaient la farine jusqu'au milieu de la nuit. Dans les années 60, il y avait plus de 3000 personnes installées ici. Maintenant, toutes les maisons ont été abandonnées et elles sont restées vides. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de travail. Allez faire un tour pour voir. Parce qu'il n'y a pas de travail. Nos enfants sont chômeurs et nous n'avons pas d'eau potable. Il n'y a pas les moindres nécessités. Pas de chaussée, pas d'hôpital. Ils nous l'ont fermé. Vous vous soignez où? Il y a le dispensaire. C'est un dispensaire, pas un hôpital. Regardez, voilà mon fils. Il a 2 enfants et il est chômeur. Il a une maîtrise en économie et gestion. L'eau, on est obligé de l'acheter. L'eau est sale et rouillée et mauvaise. Aujourd'hui, on doit acheter des bidons. Ils nous les apportent en voiture. Le bidon coûte 1 dinar. Ils nous ont promis 4 millions de dinars pour faire une zone d'irrigation. Ils sont où? Ils ont été enterrés dans les barrages. En tout cas, pas à Ouled Shraït. Ouled Shraït est situé dans la principale région minière du pays. Les phosphates produits ici sont principalement vendus en Europe et rapportent chaque année $1 milliard à la Tunisie. Les habitants n'en bénéficient pas et subissent les conséquences sanitaires de ces exploitations. Les terres sont polluées, l'eau est contaminée par la poussière de minerais, les gens meurent empoisonnés. Comment vous vous appelez? Saja Ibrahim. Nous allons insister sur vos problèmes physiques et dire que vous êtes même tombé malade. C'est à cause de l'eau. J'allais très bien. À cause de l'eau? Oui, à cause de l'eau. L'eau polluée. Un virus qui s'est transmis par l'eau. Asseyez-vous. Comme je vous ai dit, nous n'avons toujours pas de route, pas d'eau, pas d'électricité.
Pas d'éclairage public en ce moment. Hier, il y a un poteau qui a pris feu et tout le village s'est retrouvé dans le noir. Les autorités ne font pas attention à nous. Ils ne nous regardent pas. Comment on va faire? Mourir? Non, non. C'est vous, Zora Shraiti? Oui. Où il est, votre mari? Pourquoi il n'est pas venu? Il est malade. Le pauvre, il est tout le temps allongé. Il est en traitement à l'hôpital régional. Tous les 21 jours, il va faire la dialyse et puis il revient. Nous avons une caisse de dédommagement et de réhabilitation des injustices pour indemniser les régions marginalisées. Durant plus de 50 ans, Bourguiba puis Ben Ali ont tout misé sur le développement de la côte et de Tunis, abandonnant à leur sort les régions frondeuses de l'intérieur et du sud. C'est précisément de l'une de ces zones oubliées que surgira l'étincelle qui mènera à la révolution. Le 17 décembre 2010, dans la petite ville de Sidi Bouzid, un marchand ambulant, Tarek Bouazizi, se fait confisquer son étal par la police. Désespéré, il s'immole par le feu. En quelques heures, la révolte gagne la ville avant de se répandre comme une traînée de poudre à l'intérieur du pays. 3 semaines plus tard, c'est Tunis qui se soulève. Zine El Abidine Ben Ali prononce en direct à la télévision un discours qui fait comprendre à tous que la peur a changé de camp. أنا فهمتكم وفهمت الكل لكن الأحداث التي جارية اليوم في بلادنا ما هيش متاعنا والتخريب مش من عادات التونسي المتحضر التونسي المتسامح العنف مش متاعنا ولا هو من سلوكنا. Ce sera son dernier discours. Ben Ali est fini. Il n'a plus de pouvoir et quittera le pays dans quelques heures. Dans les quartiers populaires de Tunis, les jeunes crient leur rejet d'un pouvoir assassin. Il commence à tirer. Des manifestants sont tués. D'autres, comme Walid Kasraoui, voient leur vie basculer en un instant. Il est blessé d'une balle dans la jambe, tiré sans sommation par un policier. Il n'apprendra la chute de Ben Ali qu'après plusieurs jours de coma. Sa blessure s'infecte, il faut l'amputer. Pour le restant de ses jours, Walid devra marcher avec une prothèse. Walid est l'un des premiers à être venu témoigner à l'IVD, début 2016. Déterminé à savoir qui est le policier en uniforme responsable de son handicap, il est aujourd'hui reçu par Oula Ben Nejma, la présidente de la commission Recherche et Investigation. C'est elle qui supervise l'enquête. J'aimerais juste connaître le responsable de ce qui m'est arrivé et savoir en quoi je pourrais vous être utile. Par exemple, les fragments de balles qui sont encore dans mon pied, ça pourrait vous aider si on faisait une analyse balistique? Absolument, absolument. Effectivement, nous allons faire les analyses balistiques et nous allons découvrir qui a utilisé cette arme. N'oublie pas qu'on peut savoir quelle patrouille travaillait à ce moment-là, qui travaillait et tous les détails. Dans le cas où le ministère de l'Intérieur apprendrait que je suis en train de rassembler des informations sur la personne impliquée le 13 janvier au Kram, est-ce que ça représenterait pour moi un danger? Est-ce que l'instance pourra me protéger? Oui, clairement, cela représente peut-être un danger. Mais pour toute personne ayant déposé un dossier chez nous, l'instance sera responsable et la protégera. Mais je te mets en garde.
Dès que tu sens n'importe quel danger ou que tu sens que tu es suivi, il faut nous en avertir directement par téléphone ou par des amis. Il ne faut pas jouer au détective. La collecte des informations, c'est notre travail. Si tu as une information, tu nous le dis et nous faisons les recherches. Depuis la création de l'instance Vérité et Dignité, 10 000 personnes sont venues témoigner. Des tortures, des disparitions, des morts. Les auditeurs de l'instance, pour la plupart des étudiants en droit, en psychologie ou en sociologie, ont pris de plein fouet la réalité d'un passé qu'ils ignoraient. Chaque jour, ils sont confrontés au pire de ce que l'homme fait à l'homme. Mohamed Barek, le chef psychologue de l'IVD, les aide à supporter le poids de la parole qu'ils reçoivent. Il accueille aujourd'hui en séance l'auditrice Manel Abrougui. Combien d'écoutes as-tu fait? Presque 800 écoutes. 800, c'est énorme. J'ai eu affaire à toutes sortes de victimes. Que ce soit des femmes, des hommes qui étaient en prison, des syndicalistes, des cas d'enlèvement, de... Tu as écouté toutes sortes de violations? Oui, même de la corruption financière. On a l'impression que tout notre passé n'est fait que d'histoires de violations. Que des histoires de violations. Il y a des victimes auxquelles on ne peut pas rester insensible. Surtout lorsqu'il y avait des atteintes à l'intégrité physique ou à la liberté. Il y en avait un qui pleurait et qui déclarait qu'il avait vécu toute sa vie sans se sentir tunisien à part entière. Leur récit vous laisse sans voix, mal à l'aise. Chaque fois qu'une personne me raconte les violations qu'elle a subies, sa souffrance, tout s'accumule en moi. Mais je me dois de lui remonter le moral, lui redonner espoir. Tant qu'on vit, il y a encore de l'espoir. Et surtout lorsque la victime vous le raconte en détail et en pleurs. C'est quoi ce soupir? Quelle réhabilitation? Quelle justice aura la victime? À ton avis, est-il nécessaire d'être formé et de faire un travail sur soi pour se préparer? Même pour les auditeurs comme toi, qui ont fait plus de 500 ou 600 écoutes de cas. Effectivement, avec l'expérience, tu arrives à mieux les comprendre. Tu connais d'avance leurs réponses. Tu sais quelle question va les faire pleurer, quelle question va bien passer, et à quelle question ils ne pourront pas répondre. Par exemple, pourquoi n'avez-vous pas porté plainte? Ils disent, mais porter plainte à qui? Et presque tous répondent de la même manière. Les victimes ont perdu tout espoir de justice. Lorsqu'ils viennent à l'instance, ils disent que c'est leur dernier espoir. Cela nous rend encore plus responsables. Lorsqu'ils disent que nous sommes leur dernier espoir, on sent tellement le poids de la responsabilité qu'on se demande si on peut continuer avec eux jusqu'au bout. Quelles sont les choses qui pour toi sont les plus pesantes? Qu'est-ce qui, par exemple, a changé dans ta vie quotidienne? Avant, quand je marchais dans la rue, je ne faisais pas attention aux policiers qui étaient toujours sur l'avenue ou dans la rue. Je ne les regardais même pas. Je savais qu'ils étaient là pour faire leur travail. Mais j'ai tellement entendu d'histoires de violations qu'ils ont faites que je me demande s'ils sont là pour protéger les gens ou pour les torturer, pour leur rendre justice ou pour bafouer leurs droits. Il y a beaucoup de questions enfouies en moi. Cela provoque en moi des sentiments de haine.
surtout que la victime demande la réconciliation. Elle pardonne. Elle pardonne tout ce qu'elle a subi de torture, de prison ou de garde à vue, alors que l'agresseur ne demande pas la réconciliation. De quel côté est l'humanité? En tant qu'être humain, ils ont torturé, ils sont connus en tant que bourreaux et ils vivent normalement. Je ne peux pas m'imaginer qu'ils sont des êtres humains au fond d'eux. Est-ce qu'ils peuvent même dormir? Qui vises-tu? La sécurité, le ministère de l'Intérieur en particulier. Il doit se corriger à ses racines. Il doit se corriger. Mais je ne veux pas parler de ça. Si je critique, ce n'est pas pour humilier, pas du tout. Je veux juste que le futur soit meilleur. J'espère que le futur sera meilleur. J'espère que nous y aiderons. Très bien. Merci. Faire advenir un pays où la police protège les citoyens au lieu de les torturer, c'est très exactement l'objectif de l'instance Vérité et Dignité. 65 000 dossiers ont été déposés et attendent d'être instruits. À ce jour, aucun responsable des exactions ne s'est fait connaître. L'IVD dispose en principe de tout le soutien de l'État, mais depuis 2015, la Tunisie subit une vague d'attentats sans précédent. Les terroristes ont frappé au cœur de l'industrie touristique. Le musée du Bardo, puis les plages de Sousse. L'état d'urgence a été instauré, érigeant la sécurité en priorité absolue. En première ligne dans le combat contre le terrorisme, la police est plus que jamais protégée par le pouvoir exécutif. Le climat pour une justice transitionnelle est devenu moins favorable. À l'IVD, on le constate chaque jour. Saad a perdu son fils le 12 janvier 2011, pendant la Révolution. Le policier qui l'a tué a fait partie d'un petit nombre à avoir été jugé dans la foulée et condamné pour les crimes commis durant les derniers jours de Ben Ali. Elle vient tout juste d'apprendre que le meurtrier de son fils a été libéré. Asseyez-vous, madame. Que Dieu soit avec vous. Cela n'est jamais arrivé dans l'histoire de la Tunisie. Quelqu'un est condamné pour un meurtre avec préméditation et il est libéré. Le 20 mai, ils ont demandé lors d'une audition la libération conditionnelle du criminel. Le procureur général a refusé. Le juge aussi a refusé cette libération conditionnelle. 15 jours après, le syndicat a redéposé une demande de libération conditionnelle. Cette demande a été déposée par l'avocate Yoldes Echargui. Elle est l'épouse de l'assistant du procureur général du tribunal militaire. C'est elle qui a travaillé sur le dossier et qui a fait libérer ce criminel. À une semaine du verdict, ils nous ont menacés. Ils nous ont dit qu'ils allaient le libérer et que nous ne pourrions rien y faire. Je vous jure que j'ai rien dit. Nous allons étudier votre dossier et allons faire tout le nécessaire. Je ne peux rien dire pour l'instant. Je sais, mais certaines affaires judiciaires n'attendent pas. Vous savez qui est derrière ces affaires. Il y a le tribunal militaire, il y a le ministère de l'Intérieur et surtout Chokri Hamada et les syndicats de sécurité. Eux, ils prennent et ils font ce qu'ils veulent si vous ne les arrêtez pas. Nous comptons sur vous pour porter nos droits. Vous êtes notre seul recours. Nous allons vous appeler très bientôt. Nous allons travailler sur votre dossier bientôt et il sera transmis aux chambres spécialisées. Je vous jure, si je ne craignais pas Dieu et de tomber dans le péché, je me renverserais une bouteille d'essence sur le corps. J'ai plus envie de vivre. Je vous en prie, excusez-moi. Je ne serai jamais contre la volonté de Dieu. J'accepte tout ce qui vient de lui, mais pas l'injustice des gens. Ils n'ont aucune humanité. Ils ont détruit toute une famille. Saad est persuadé que l'assassin de son fils doit sa libération à l'action d'une coterie de juges, de militaires et de policiers. Ces acteurs de l'État profond, revenus en force depuis l'élection à la présidence de la République de Béji Caïd Essebsi, ancien ministre de l'Intérieur de Bourguiba.
Et lorsqu'en 2015, le nouveau président veut faire passer une loi amnistiant les crimes économiques commis sous Ben Ali, les partisans de la justice transitionnelle ne s'y trompent pas et descendent dans la rue. C'est pour mettre une ligne rouge bien claire, pour dire que la justice transitionnelle est une ligne rouge sur laquelle on ne reculera jamais, pour dire que le fait que la Tunisie a changé et qu'une révolution est passée par ici est une réalité et que ça ne changera jamais, et que, une fois pour toutes, il faut que ça change. Journaliste, militante des droits de l'homme, emprisonnée à plusieurs reprises sous Ben Ali, Siem Ben Sedrine est la présidente de l'instance Vérité et Dignité. Cet après-midi, elle prépare son discours de lancement des auditions publiques de l'instance. Cela marquera l'aboutissement de 2 ans et demi de travail. Alors, je vais vous expliquer. À 8 heures, les portes se ferment. Et donc, il est souhaitable qu'ils viennent pas plus tard que 8h05. À ce jour, le ministère de l'Intérieur refuse toujours toute coopération avec l'IVD et interdit à ses fonctionnaires d'aller y témoigner. La soirée débute dans un climat difficile, presque hostile. Alors, on a eu énormément de menaces, entre guillemets, pour qu'il y ait des troubles et qu'il y ait des gens qui vont nuire à la sécurité de l'événement. Donc nous avons pris la mesure de la menace qui consiste à ce que beaucoup de gens qui représentent le Deep State, l'État profond, ne sont pas contents de cet événement, mais il a lieu envers et contre eux, et il aura lieu, et nous le réussirons, et personne ne parviendra à nous déstabiliser. Ce soir, 17 novembre 2016, commencent les auditions publiques de l'instance Vérité et Dignité. Un événement extraordinaire et unique dans le monde arabe qui sera retransmis en direct à la télévision nationale. Pour la première fois et pendant plusieurs mois, des millions de Tunisiens vont faire face à leur passé. Ils verront le visage des victimes. Ils entendront le récit des tortures et ils découvriront l'identité des tortionnaires. Ce soir, à travers l'écoute de la voix des victimes tunisiennes, s'élèvera la voix de toute victime de violation des droits de l'homme et de toute victime dans le monde entier qui a été privée de son humanité. La Tunisie n'acceptera plus désormais les violations des droits de l'homme. Elle ne permettra pas l'impunité. Et ceci est la condition de la réalisation d'une réelle réconciliation nationale. Pour l'instance Vérité et Dignité, le combat contre l'impunité commence. Il reste à faire juger les bourreaux. Ni le président de la République, Béji Caïd Essebsi, ni le chef du gouvernement, ni le président de l'Assemblée n'ont fait le déplacement, évitant ainsi la confrontation directe avec la vérité crue des années de la dictature. Ce soir, la parole devient une arme politique pour la Tunisie tout entière. Ce qui se dira ici ne pourra plus être effacé et pèsera sur l'avenir de la jeune démocratie tunisienne, encore portée par les aspirations de la révolution. الأزهر الكافي هذا كان يتفنن في تعذيب النساء ويفتخر أنه هو يعذب النساء
يقوم قال لهم خلوها عندي هذي، قال لي اليهودي هذي الإسرائيلي باش نحيهولك من كرشك. التعذيب وكان صراخه يرتفع في أنحاء المنطقة. قال لي هدية وبكلام خايب، دونك معناها باش يحاول يغتصبني بها. وعادي جدا كان من ثم تعذب، في الاخر عمل كيما هيك في مخرج السيبون تاك طفاها فيا. وهو الان موجود في صفوف الجيش الاسرائيلي.